Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on continue avec la série de vidéos dédiées à Skit dans la série Loup solitaire. Comme d'habitude, contexte, scénario, conclusion. Sur le contexte, on est dans le cadre de ce challenge truand solo difficile. L'investigateur de la campagne est en jeu. Réussira-t-il à finir la campagne de façon victorieuse? C'est ce que nous allons voir dans cette série de vidéos. Et la contrainte en matière de deck building, c'est un pool de cartes cumulatif au gré des sorties dans l'ordre qu'elles ont eu lieu. Sachant que je me suis autorisé la petite entorse d'avoir les starter decks avec moi dès le début, donc Skits, encore une fois, bénéficie des starter decks de Nathaniel Shaw et de Winifred Abamok. En parlant du deck, qu'est-ce que j'ai fait? Quels ont été les changements, quelles ont été les améliorations que j'ai choisies pour ce deuxième scénario de la campagne? Eh bien, j'ai choisi d'améliorer un de mes outils de crochetage. C'était une des améliorations que j'avais estimées comme nécessaire, comme primordiale lors de mon instant de survie. Et j'ai aussi choisi de prendre le flic en patrouille et un charisme. Pourquoi? J'avais pris Lita Chandler avec moi. Je me suis dit, bon, quitte à avoir Lita, autant pouvoir jouer Lita et Léo avec un charisme. Et du coup, quitte à prendre un charisme, autant prendre un deuxième allié pour avoir une redondance des alliés plus importante, avoir plus de facilité à en avoir un. Alors oui, effectivement, le flic en patrouille coûte 4 ressources, donc c'est un peu dommage à l'égard de la capa de Skits. On espère piocher Lita avant le flic en patrouille, car Lita, elle coûte 0, tant que mieux, et a un bonus de force identique à celui du flic. Après, elle colle moins de dégâts que le flic, puisque du coup, le flic, je pourrais l'incliner pour donner des dégâts gratuits. Lita, son effet particulier de faire plus un dégât aux monstres. Dans ce scénario, il n'y a pas beaucoup de monstres, il y a les maigres bêtes de la nuit, mais c'est tout. Voilà, pour le reste, le deck reste inchangé. Un peu plus de contexte, puisqu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont voulu sur Discord. Donc, avec Skits, on vient tout juste de terrasser le prêtre Ghoul dans le vestibule de notre maison. Et suite à notre affrontement avec le prêtre Ghoul, nous avons découvert cette fameuse Lita Chandler qui nous a sommé de détruire notre maison puisqu'elle constituait l'un des repères des ghouls ou l'un des points de passage des ghouls vers notre monde. Ce que nous nous sommes empressés de faire à la vue des horreurs dont nous avons été en présence au cours de la nuit. Mais suite à cela, Lita nous révèle de choses encore plus terrifiantes puisque toute une congrégation de cultistes semble avoir de sombres desseins dans Arkham, et il s'agit à présent d'aller à leur rencontre, aller les courser pour les empêcher par la suite de réaliser un rituel pour réveiller quelque chose de plus ancien encore et qui pourrait mettre en péril la ville. Et c'est sur ces éléments que Skit se lance à la recherche de ces fameux cultistes qui sévissent dans tout Arkham. Le scénario 2 du coup des masques de minuit est un scénario qui se caractérise par une carte, une aire de jeu assez grande, beaucoup de lieux, selon les choix que vous avez opérés, vous allez avoir 9 ou 8 lieux, donc pour les débuts du jeu, c'est vrai que c'est une map, entre guillemets, assez importante. Autre particularité, c'est la première fois que nous affrontons des cultistes avec cette fameuse mécanique des fatalités, donc des ennemis qu'on va quand même essayer de gérer assez vite pour éviter de perdre des tours de jeu. Et enfin, il faut souligner la diversité des mobs qui sont présents sur ce scénario. Encore une fois, on est sur l'un des premiers scénarios du jeu, et pour autant, on a affaire quand même là à 6 cultistes différents, avec chacun des effets différents, des résolutions aussi différentes. Donc c'est vrai que ce scénario est assez demandeur en termes de flexibilité, en termes de compétences, en termes de capacité aussi de l'investigateur à avoir par exemple des ressources, à défausser des cartes de sa main, à fuir, etc. Donc c'est un scénario qui est très exigeant, encore plus en solo qu'en multi, et vous imaginez bien qu'avec Skit, ça ne va pas être de la tarte. Mais bon, j'ai assez parlé, donc on va pouvoir enchaîner tout de suite avec la vidéo de la partie que je vais vous commenter à l'instar de la dernière fois. Donc, on commence avec une main de départ qui est somme toute assez intéressante, même si il me semble que je ferai un mulligan. Au niveau des pions du Chaos Bag, donc le crâne fait moins X le nombre de fatalités en jeu, le cultiste moins de place une fatalité sur chaque ennemi cultiste en jeu, s'il n'y a aucun autre ennemi cultiste en jeu, révèle un autre pion KO, et la tablette moins 4 en cas d'échec, placez tous vos indices sur votre lieu.
Prédateur ou proie, l'intrigue numéro 1, voilà, on essaie de chercher ces fameux cultistes et de découvrir la conjuration afin d'éviter euh, d'avoir de plus grands ennuis, le tout avant minuit. On commence au quartier de la rivière puisqu'on a brûlé la maison, vous voyez là le charisme et le petit traumatisme mental dû à la conclusion du scénario précédent puisque j'ai brûlé ma maison. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, la carte est quand même assez grande. On peut hésiter à savoir par où est-ce qu'on commence. Dans la mise en place en solo, ça m'avait interpellé. C'est vrai que j'ai pas revérifié depuis. J'avais pas à mettre de cultiste. Je pense que c'est une erreur. Et du coup, petit mulligan, on le voit, donc une main de départ avec quand même ce qu'il faut pour enquêter, ce qu'il faut pour combattre, et notre petit Léo Deluca aussi pour avoir une action supplémentaire. C'est une main qui est chère, mais c'est une main qui est intéressante. On commence du coup dans le quartier de la rivière, la version du coup qui n'est qu'à 1 de valeur occulte avec un indice, c'est tout à fait faisable pour Skits. C'est vrai que ça m'embête un peu cette histoire de cultiste, c'est vrai que j'avais oublié depuis la fois où j'avais filmé ça. C'est vrai que je m'étais basé sur l'appli et j'ai eu un doute. J'ai eu un petit doute. Bon, là, au vu de la mécanique du scénario, c'est vrai qu'il est quand même assez intéressant de poser les outils de crochetage afin de pouvoir enquêter assez rapidement. Donc voilà, c'est ce que je fais, ça semble assez logique. Je récupère l'indice sans trop de problème, la différence de 2 ou plus y est, donc ça fait 2 actions. Et en troisième action, je décide de commencer par le nord-est, avec le quartier est. Je pense notamment en fait à la version du lieu où on a une ristourne pour jouer ses alliés. Malheureusement, ce n'est pas la version que j'ai pioché là, donc c'est un peu dommage. Ah, évidemment, les complications de société. Donc oui, c'est sûr que bon, certaines personnes me diront oui, pourquoi t'es allé dans le quartier est, etc. C'est pas forcément le lieu le plus adéquat vers où commencer son petit tour. Oui, mais comme je l'ai dit, voilà, j'espérais avoir la fameuse ristourne pour avoir Léo. Ah, on pioche un froid de la crypte. Ah bah les outils de crochetage n'auront pas fait long feu. N'auront clairement pas fait long feu, j'avais pas d'icône, donc je ne pouvais strictement rien faire. Voilà, le début et la fin des outils de crochetage XP. C'est malheureux. Bon, après, on a pioché une planque, c'est quand même pas mal. On va pouvoir s'en servir d'emblée pour avoir 6 XP, et 6 ressources, pardon, et poser le fameux Léo Deluca. Alors, du coup, dans ce fameux quartier Est, en tant que quatrième action, ben, non, donc j'ai effectué 2 actions parce que j'ai posé planque et j'ai joué Léo. Ajouter 2 pions, provision, oui, non, ça ne me sert strictement à rien. En plus, le lieu est à 4, j'ai plus de ressources. Donc, naturellement, je décide de partir en quête d'un lieu un peu plus clément. Et ce n'est pas le cas. Donc, je continue ma route vers le quartier nord. Donc, je décide d'ouvrir quand même beaucoup de lieux. Est-ce que c'est propice ou pas? Mais c'est vrai que voilà, n'ayant plus mes outils de crochetage, c'est un peu dommage. Donc bon. Je suis en train de vérifier en même temps là, le coup des cultistes quand même. Parce que je trouve ça bizarre. Alors, le porteur de cadavre, eh bien, ça commence bien. Ça commence très bien. Avec justement la mécanique de cet ennemi qui en fait va aller dans le lieu central et va accumuler des fatalités sur lui. Donc bon voilà, il est généré le lieu le plus éloigné de moi, donc dans le cimetière. Et du coup ça va être voilà ce dont je parlais, cette logique des fatalités qui vont venir s'accumuler, c'est quand même assez dommage. Donc bon. Donc première action, je décide de me décaler à l'université miskatonique. Je suis sur la version qui n'a pas de points d'XP. Donc ouais, j'ai posé la machette. Le porteur de cadavre décide de bouger. Enfin, bouge. Comme son effet forcé l'indique. On sait... Ça va vite. Une porte verrouillée à la face du mythe.
Bon, a priori, je m'étais pas trompé. Il y a bien, comme je suis tout seul, j'ai pas de cultiste à générer. J'ai oublié, ça faisait longtemps que j'avais pas joué la zélatrice. La porte verrouillée, du coup, bah, je choisis le lieu que je veux, puisqu'il y a plusieurs lieux à deux. Hein. Je suis pas tenu de mettre le lieu le plus proche de moi ou quoi que ce soit. Bon, je prends le lieu avec une forte valeur occulte, avec un effet qui ne m'est pas forcément favorable. Bon, pourquoi pas. Évidemment, bah, le porteur de cadavre a sa petite fatalité sur lui à la fin de la phase du mythe. Et c'est ça, et c'est à la fin de la phase des ennemis, s'il est dans ce lieu, sa fatalité ira sur l'intrigue. Ça risque d'aller très très vite. Bon, d'où la machette, encore une fois, le fait de s'être rapproché. Pour du coup, bah là maintenant, la question est-ce que je vais réussir à en venir à bout alors qu'avec la machette, je ne suis qu'à 4 contre 4, je n'ai pas de boost. C'est compliqué. C'est. À 4 contre 4, honnêtement, faut en difficile, faut pas y aller. Mais il y a cette pression des fatalités. C'est. Toute logique, oui, il faut essayer de piocher une carte pour avoir des boosts, pour avoir une maîtrise. Continue. Ah, une dynamite, c'est intéressant. Surtout que j'ai une planque, donc il me manquerait plus qu'une ressource. Mais ce qui ferait passer quand même une fatalité là-bas. Bon, pas trop, pas trop le choix. Au moins, ça me permet de sécuriser quelque part le fait qu'au prochain tour, je vais pouvoir gérer le porteur de cadavre. J'aurais perdu un tour. Après, bon, j'aurais perdu un tour. L'explosion de dynamite peut aussi m'aider à gérer d'autres cultistes en même temps. Ça peut être intéressant. Une fausse piste pour cette 5e phase du mythe. Enfin, 4e, pardon. Bon, j'ai un indice. J'ai un indice. Mais je le perds du coup. Je le mets sur mon lieu. Skits n'avance clairement pas fort. La fatalité vient au niveau de l'intrigue. À la fin de la phase des ennemis. Et oui, c'est parce que j'avais oublié de le faire, pardon. Fin de la phase du mythe, une nouvelle fatalité. Donc voilà, bah déjà au prochain tour, je sais que j'aurai un des cultistes qui va arriver dans mon lieu. Et c'est là du coup bah, toute la question de est-ce que je garde pas mon explosion de dynamite pour faire un tir groupé sur les deux ennemis, le porteur de cadavre et le cultiste qui m'arrivera, quel qu'il soit, que ce soit le chasseur masqué ou Nazgoroth, je crois qu'il s'appelle. Bref, ouais, c'est vraiment. Pauvre Skits, il n'est pas en forme du tout. Il a, quand bien même sa main de départ était pas trop mal, malheureusement, ce porteur de cadavre dans l'édition du renouveau est est embêtant, au même titre de toute façon que le magicien de l'ordre, mais il a plus de force que le magicien de l'ordre, si je ne m'abuse. Je me souviens plus des stats du magicien de l'ordre, je sais plus si c'est 4 ou si c'est 3 en force. Mais bon, voilà, ces adversaires sont toujours embêtants. Eu égard en fait au, faibles stats de Skits en force. Donc je décide d'y aller. Je claque une esquive pour retourner à l'université miskatonique. D'accord. Non, je décide de revenir. Parce qu'effectivement, c'est pas forcément. Pas forcément utile. Enfin. Oui, c'était certainement pour jouer le preuve, mais dans tous les cas, le preuve, quand bien même j'aurais une nouvelle ressource, ce serait embêtant. Le preuve, oui, pour une fois, après avoir joué l'explosion de dynamite, je décide du coup de poser la lampe torche pour enquêter parce que je me dis que ben, il faut quand même réussir à avancer. Au bout d'un moment, on peut pas se permettre d'avoir zéro cultiste. Et que ce soit le chasseur masqué ou Nosgoroth, ben, ça sera délicat aussi à traiter. Donc bon, la lampe torche, j'enquête pas, c'est vrai que je tergiverse beaucoup. Parce qu'encore une fois, si je joue la lampe torche, là pour le coup,
je serai embêté parce que le cultiste popera dans mon lieu, mais j'aurai pas le porteur de cadavre et il va continuer à m'embêter sur le reste de la partie. Bon, désolé, c'est vrai que je vais peut-être couper cette partie de la vidéo parce que c'est un peu long. Ah, il y a le fait de subir aussi 2 horreurs pour récupérer un indice dans le lieu sur l'université miskatonique, ça peut être intéressant. Vu que le scénario va tourner court. C'est ce que je fais. Je décide de faire ça en première action, finalement. Moi, je pense que je vais faire mon petit truc avec l'esquive. Il y a moyen pour pouvoir envoyer l'explosion de dynamite aux 2 mobs en même temps. Une fois par partie, donc je mets le petit indicateur noir pour dire que j'ai déjà fait. Et je reviens encore en arrière, décidément. Donc je prends le porteur de cadavre. Je fais mon esquive, je reviens. Il me reste 2 actions, c'est pas logique, j'aurais dû... Ah, j'ai tenté d'esquiver, j'ai réussi à esquiver. D'accord, pourquoi pas. 3 actions, il me reste une action. Bah là, je vais honnêtement, enfin, il faut... Enfin, j'aurais décidé de subir mon horreur quand même. Enfin, mes 2 horreurs. Parce qu'en plus, du coup, maintenant, j'ai le... Ah, je tente d'enquêter. Soit, c'est un peu une enquête de perdu. Peut-être mieux valu faire l'effet du lieu, encore une fois. Bon, soit. Et là, voilà, grossière erreur. Du fait que je n'avais pas lu le fait que... Et en fait, il se déplace, qu'on soit engagé avec lui ou pas. C'est un peu le foutoir, là. Euh, Le chasseur masqué apparaît dans mon lieu. Mais c'est... Putain, j'ai filmé, enfin j'ai enregistré cette partie il y a un petit moment et effectivement c'est pas bien joué du tout en vrai. Bon, même si voilà, le porteur de cadavre c'est une chose, c'est compliqué, mais non, non, j'aurais clairement dû... Effectivement, j'aurais clairement dû subir mon horreur là-bas pour récupérer un indice. À la limite, enfin voilà, faire ma vie quoi. Faire ma vie et venir en dernière action avec le porteur de cadavre et à claquer mon esquive quoi. J'aurais dû faire ma vie et absolument pas faire ce que j'ai fait, ça n'avait aucun sens. C'est nullissime. Surtout de tergiverser autant de temps là-dessus. Mais bon. Donc je suis en proie à 2 ennemis. Et je pioche évidemment ça. Oh, le masque du Mordot. Attacher cette carte à l'ennemi cultiste le plus éloigné et placer une fatalité sur cet ennemi. Et l'ennemi attaché gagne plus de points de vie. Si l'ennemi attaché n'est pas unique, il gagne distance. Si l'ennemi attaché est unique, il gagne riposte. Parfait. Enchaînement ô combien propice à la réussite de la partie. Déjà que je joue mal. Ouh, je décide de l'attacher au chasseur masqué. Qui a déjà 6 points de vie. Donc du coup maintenant qu'il y en a 8 et qui riposte. Et oui, parce que ce sont les fatalités du porteur de cadavre qui m'embêtent. Mais, mais non, mais... Oh là 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 là, mais quelle erreur. Euh, Si j'avais attaché le masque du Mordot au porteur de cadavre, quoi qu'il arrive, avec l'explosion de dynamite, euh, je, euh, je le tuais. C'est 3 dégâts l'explosion de dynamite si je ne m'abuse. Bon, je joue en trait par réfraction pour gagner des ressources, d'accord. Je pioche un crâne, nombre de fatalités en jeu, il n'y en a qu'une, donc c'est bon, je gagne de ressources avant, encore une fois, erreur de tempo, toujours. Dextérité, je pioche. Mais voilà, enfin, ça n'a aucun sens. C'est une erreur, mais nullissime ce que je fais. Avec les masques du Mordot sur le porteur de cadavre, l'explosion de dynamite s'était réglée, le porteur de cadavre était distant, ne m'attaquait même pas. En termes d'attaque d'opportunité sur l'explosion de dynamite, il n'y avait que le chasseur masqué. Donc je réglais son compte euh, au porteur de cadavre. Je décide d'esquiver tout le monde. Ok, bon bah en plus je chope un Elder Sign donc c'est plutôt pas mal. Ça me fait 3 actions.
Bon, du coup, quatrième action, je bouge avec Léo, mais du coup, je vais utiliser ma capa. J'espère, ce serait quand même bien de, au bout d'un moment, jouer à peu près correctement. Et je vois pas du tout pourquoi je retourne là-haut. Voilà, j'espère que... Enfin, pas du tout retourner là-haut. Oh, 62 indices, effectivement, c'est un peu beaucoup. Faut aller soit dans le cimetière, soit dans l'université. Oui, oui, ou au quartier sud, effectivement. Cherchez un soutien allié dans votre deck, ajoutez-le à votre main. Ça peut être intéressant pour l'ITA. Donc j'ai fait 2 esquives et un déplacement. D'accord. Quatrième action, on joue l'explosion de dynamite. Allez. Mais vraiment... Après, oui, Nancy, effectivement, il aurait gagné plus de points de vie. Il aurait eu 5. Je l'aurais pas tué du premier coup. Donc non, effectivement. Mais... J'ai utilisé la capa du lieu? Non. J'avais fait mes 4 actions. Ouais, ok. Ah, j'ai peut-être raté une esquive. J'ai pas vu ça là un peu vite. Et pourquoi ne pas avoir utilisé... tout d'abord la capa de skits? Pourquoi ne pas avoir utilisé la capa de skits? Avec autant de ressources en plus. Oui, effectivement. Je décide donc de poser l'ITA. Excusez-moi, oui, il y a eu un petit souci d'enregistrement. J'ai dû reprendre un autre soir pour commenter. Donc je me déplace à l'hôpital Sainte-Marie pour mettre un peu de distance entre moi et le chasseur masqué. Ma quatrième action me sert à poser ma lampe torche pour essayer de commencer à grappiller des indices parce que le temps passe, le temps presse, je dirais même. On pioche une attaque par surprise, c'est intéressant. Ah, les ailes des ténèbres. 0. J'ai bien de la chance. J'ai bien de la chance sur ce tirage-là. Non pas que ça m'aurait rendu difficile la gestion du chasseur, mais c'est plus par rapport aux indices. Parce qu'encore une fois, bah, les indices, je n'en ai pas beaucoup. Pour l'instant, encore une fois, aucun cultiste n'a été géré. Alors que j'ai quand même déjà 3 fatalités sur l'intrigue. C'est vrai que ça fait un peu pitié, comme on pourrait le dire. Première action, j'enquête du coup avec la lampe torche, je pioche une tablette, mais c'est sans importance. Je décide d'aller affronter le chasseur masqué en deuxième action. Il est donc engagé avec moi. Je décide de l'attaquer. Du coup avec la machette, je suis à 4 contre 4. Ah non, de l'esquiver, pardon. De l'esquiver, il est à 2 et j'étais à 4. Avec le moins 2, ça passe. Comme ça, il est désengagé. Et je ne subis pas la riposte, effectivement, du masque de Mordot. Donc, effectivement, c'est plutôt pas mal. Il valait mieux ne pas tenter de l'attaquer. En plus, maintenant qu'il est incliné, je peux jouer mon attaque par surprise et lui infliger encore 2 dégâts. Malheureusement, il lui reste encore 2 points de vie à cause des masques du Mordot. À cause des 2 points de vie supplémentaires. Il me reste donc une action. Je tente l'attaque. Avec le plus 1 de l'ITA, je suis donc à 5 contre 4. C'est un peu osé, après je ne subis pas la riposte, puisqu'il est incliné. Mais ce n'est pas fait. Le cultiste ne me permet pas de réussir. J'ai que les 0, le moins 1 et le Eldersen qui me permet d'y arriver. Donc non, je préfère dépenser 2 indices pour révéler un cultiste. Essayer d'avancer un tantinet. Bon là je m'aperçois que j'ai oublié dans la mise en place de sélectionner les cultistes. Oui. Ah non, je les avais bien scindés en deux, pardon, excusez-moi, j'avais bien scindé en deux. Donc là, du coup, j'ai remélangé. C'est Herman Collins dans le cimetière qui pop. Malheureusement, voilà, pour avoir Herman, il faut défausser 4 cartes de sa main. Je décide d'activer la capa de Skits. Enfin, j'ai envie de dire. Pour me déplacer dans le lieu central et être à équidistance de l'un comme de l'autre. Je
L'objectif sera clairement d'aller gérer Herman Collins, euh, tandis que le chasseur masqué vient me pourchasser. Une deuxième porte verrouillée, pas bien inquiétant. De toute façon, le niveau des indices, je ne vous cache pas que là, on commence très très vite à se rapprocher de la fin, hein. C'est malheureux. Au mieux, Skitz s'occupera d'avoir 2 cultistes, je pense, clairement. Donc, je rentre ici, je fais le test et je pioche un Elder Sign. Ce qui me permet de réussir contre toute attente. Avec la machette, je décide de l'attaquer. Je suis donc à 5 contre 3, je réussis. Je décide de réattaquer. Et ma foi, ben, j'ai été assez chanceux. J'aurais très bien pu piocher une carte avant dans le lieu et défausser 4 cartes pour réussir. Ça aurait été moins périlleux, je pense. Léo Deluca n'était pas nécessaire, le dextérité aurait été sympa pour le chasseur masqué, mais bon, si j'avais voulu éviter les tests, j'aurais pu largement faire ça. Avec ma lampe torche, je l'enquête, je récupère un des 2 indices sur place, je utilise la capa de Skitz à nouveau pour réenquêter avec la lampe torche. C'est sûr que voilà, quand on commence à utiliser la capa de Skitz, 2 actions d'affilée supplémentaires dans mes tours, tout de suite voilà, on récupère un cultiste et un point de victoire dans un lieu. C'est tout de même pas rien. Ah, on pioche un petit coup vicieux qui, s'il n'est pas nécessaire au niveau des dégâts, me permettra d'avoir un petit boost pour le chasseur masqué. Mais malheureusement, le jeu ne m'épargne guère, puisque la maigre bête de la nuit chasseresse vient m'embêter. 2 possibilités, soit tenter l'esquive à 6 contre 1 avec le dextérité, malgré l'effet négatif de la maigre bête de la nuit chasseresse, qui multiplie par 2 le modificateur négatif, enfin, le modificateur quand on pioche, quand on essaie de l'esquiver, ou essayer de l'attaquer avec l'ITA. Comme c'est un monstre, l'ITA me permet de lui faire plus 1 dégât, donc avec la machette je ferai 3 dégâts, avec le coup vicieux je peux le one shot. Il a 3. Avec l'ITA je serai donc à 5, plus le coup vicieux je serai à 6, je peux tenter le one shot à 6 contre 3. Mais malheureusement les cultistes ne me le permettent pas, les crânes pardon ne me le permettent pas, la tablette non plus. C'est risqué, c'est risqué. Après, vous me direz, il y a eu beaucoup plus des tests beaucoup plus risqués que cela que j'ai effectué auparavant. Néanmoins, voilà, le souci c'est que derrière, si je fais ça, je n'ai plus rien pour me booster pour le chasseur masqué. Je serai donc à 5 contre 4 et c'est bien dommage. Donc, après, la priorité vraiment c'est le chasseur masqué. Donc, la question encore une fois de l'esquive de la maigre bête se pose avec un avantage de plus 5, le moins 2, le moins 1, le 0 passe. C'est kiff kiff, enfin, les probabilités sont moindres que si j'utilisais le coup vicieux à 6 contre 3, hein, clairement. Donc bon. Ah, je peux aussi effectivement tolérer une attaque d'opportunité au vu de ce qui me reste en matière de points de vie de santé mentale. Je tente le coup avec le dextérité, le moins 2, placer une fatalité sur chaque ennemi cultiste en jeu, donc ce sera le chasseur masqué. Je suis allé un peu au culot, encore une fois, c'est certainement pas la meilleure partie. Quand on se regarde jouer derrière, on se rend compte quand même que c'est dommage, j'aurais pu largement tolérer l'attaque d'opportunité puisque j'avais Lita et Léo, c'est-à-dire un tank au total de 4 points de vie et 5 horreurs. 5 horreurs, oui, plus ma vie, honnêtement. Ça aurait pu se tenter, donc je décide d'attaquer avec la machette. Je suis à 5 contre 4. Et ma foi, oui voilà, la machette 6 contre 4, le coup vicieux, 7 contre 4, et un nouvel Elder Sign. Décidément, Skitz a beaucoup de chance, ce qui compense un peu ma partie médiocre en matière de choix tactique. Heureusement que la chance est avec moi, si ce n'est la force. Je peux dépenser mes indices en 4ème action. Avec Billy Cooper qui va dans le quartier Est, donc le lieu où il y a la porte verrouillée. Avec un ennemi monstre a été vaincu dans le lieu de Billy Cooper, ajouter Billy Cooper à la pile de victoire. Ça tombe bien, il y a le maigre bête de la nuit chasseresse. Ça pourrait être intéressant. Malheureusement, j'arrive à la fin de mon tour. Il va y avoir 6 fatalités dessus. Ça peut peut-être se faire, ça peut peut-être se jouer, mais ça va être ric-rac.
Si j'utilise la capa de skis, j'y retourne. À la phase d'entretien, il m'engage. Une action, je me déplace dans le quartier de la rivière, une attaque de port. Deuxième action, je me déplace dans le quartier de la deuxième attaque de port. Il me reste 2 actions, plus une avec la capa de skis, disons 3 actions pour essayer de le gérer. Honnêtement, c'est largement faisable. C'est ce que je fais donc, du coup. Je échoue le test pour rentrer dans le cimetière, ce qui fait que Lita se prend les 2 horreurs. Phase d'entretien, brouillard couvrant, ça va. Donc là, en fait, ça va se. J'ai pioché en cavale, ce qui est très très bien. Donc ça peut jouer. Non, là c'est pas logique. Là c'est pas logique. Ah oui, je joue en cavale. Non, mais c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon car. Oui, c'est intéressant de ne pas prendre les attaques d'opportunité de la maigre bête de la nuit, mais j'ai beaucoup trop de tanks. Honnêtement, il fallait garder les icônes de en cavale pour assurer les attaques. Parce que là, du coup, bon voilà, échec automatique. Il me reste plus que 2 essais. La quatrième action, celle de Léo, et la capa de Skits. Il faut que j'en 2 attaques. Le cultiste, voilà, ça passe pas. Et la capa de Skits. Ah, c'est dommage. Parce qu'avec les 2 icônes, là, ça passe. Non. Si, attendez, 5, je suis à 4, 5, 6. Si, ça passe. Pourquoi je me suis trompé, j'étais à 1 non 3, 4, 5 et non, non, ça ne passe pas. Alors qu'avec les icônes en cavale, ça serait passé. Voilà pourquoi il fallait garder en cavale. Tant pis pour les attaques d'opportunité, honnêtement. J'aurais eu du coup 4 dégâts, 4 horreurs sur moi. Et là, le fait de ne pas avoir d'icône, en fait, ça va me jouer des tours. En plus, une nouvelle maigre bête de la nuit chasseresse vient là-dessus. C'est vraiment dommage. Une attaque de réussite grâce au cultiste. Il faut que j'arrive à réussir sur les actions qui me restent à faire un test. Moins 5, ça passe pas. Encore la quatrième action. Et avec ma capa, je vais être obligé d'abandonner. Si je veux pas avoir trop de difficultés. Donc j'utilise encore un moins 5. Encore un moins 5. Et du coup, avec ma capa, je décide d'abandonner. C'est bien dommage. Donc oui, honnêtement, une bien mauvaise partie. Une bien mauvaise partie qui est due en petite partie au deck rencontre, le fait d'avoir eu le, le, le dévoreur ou le dépouilleur de cadavres, je ne sais plus, le fossoyeur de cadavres, qui m'a mis un peu la pression. Je me suis laissé avoir par cet ennemi-là. J'aurais peut-être dû gérer différemment. Après, une fois le chasseur masqué arrivé, bon, j'ai plus trop le choix. La gestion est pas mal. Je fais ce que je peux, quoi, clairement. Dommage qu'il y ait autant de maigres bêtes de la nuit chasseresse qui soient arrivées. Après, clairement, ce qui est dommage, c'est l'ensemble de mes choix tactiques sur la partie. Dans la gestion des déplacements, j'aurais dû jouer différemment. J'ai malheureusement pas vu mon flic en patrouille. Après, Léo m'a beaucoup servi. J'ai eu beaucoup d'actions supplémentaires, honnêtement. Mais clairement, le résultat n'est pas satisfaisant. Skit, du coup, s'en sort en ayant géré 2 cultistes sur 6. C'est maigre. C'est maigre, aussi maigre que la maigre bête de la nuit, d'ailleurs. Bref, vous le savez bien que ça va représenter des difficultés pour le dernier scénario, puisque du coup, dans les faits, Skit ayant abandonné avant minuit, je ne souffrirai pas d'effets néfastes pour le prochain scénario. J'aurai pas de fatalité en plus. Au début du scénario, mais par contre je n'ai du coup que 3 points de victoire si je ne m'abuse, puisque je n'ai que celui du cimetière, de Herman et du chasseur masqué. Ce qui est bien maigre, ce qui est vraiment bien maigre. Mais bon, il n'y a pas trop le choix, c'est clair que c'est pas du tout la meilleure partie. Et c'est bien dommage parce qu'on a vu à partir du moment où j'ai commencé à utiliser la capa de skits que le nombre d'actions supplémentaires était quand même très sympa. Après voilà, le en cavale, encore une fois, voilà, je pioche échec auto, donc ça n'aurait rien changé. Mais
j'aurais dû tolérer les attaques, honnêtement, j'aurais dû tolérer les attaques d'opportunité de la maigre bête de la nuit chasseresse pour maximiser mes chances avec les 2 icônes libres devant cavale lorsque je l'aurais attaqué. Même si là, en l'occurrence, encore une fois, ça n'aurait pas marché, mais c'était ce qu'il fallait faire, clairement. Bon, sur ce, je vais vous quitter. Espérons que le dernier scénario se passe mieux pour Skit, qu'il ne soit pas forcément résolu à balancer Lita ou Mordot, même si je pense que c'est à peu près ce qui va se passer. Parce que là, en clair, déjà, je pense que l'acte 1 va être assez compliqué. Je ne donne pas cher la peau de notre ami Skits, mais bon, pour l'instant, il est toujours en lice, il a toujours pas de trauma de la part d'être vaincu, on va dire. Donc bon, l'espoir fait vivre et l'espoir est toujours permis. J'espère que la vidéo vous a plu. Ne prenez pas cette partie comme exemple pour le coup pour jouer Skits, il y avait quand même des choix bien mieux à faire. D'ici à la prochaine partie, je vous en souhaite de très bonnes à vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.